tous, il a pris part au 26e sommet de l'Union africaine en Éthiopie. Il s'est ensuite rendu en France où il a eu un tête-à-tête avec son homologue François Hollande. Le président ivoirien Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier samedi. Le point de ses voyages dans ce journal. Un présumé gang spécialiste des attaques de camions de produits agricoles a été appréhendé par la police criminelle. Les 5 individus auraient attaqué un camion avec 23 tonnes de cacao sur l'axe Lakota-Tiasalé. Lancement d'une fusée de longue portée par la Corée du Nord ce matin. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU a aussitôt été demandée par les États-Unis. Les 15 pays membres vont discuter de nouvelles sanctions contre le régime nord-coréen. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce point de l'actualité. Vous êtes sur RTI 1. Ils sont taxés d'enfants serpents, de génies ou de porte-malheur par certaines coutumes ou croyances africaines. Les enfants déficients intellectuels ne sont pas toujours bien accueillis sous nos cieux. On dit même qu'ils sont le résultat de pactes signés par les parents ou tout simplement de la sorcellerie et on va jusqu'à demander aux parents de les abandonner. Nous sommes avec une dame qui se bat pour un mieux-être de ses enfants, le docteur Diem Nyakadie, présidente de l'association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée AREA, est avec nous ce dimanche. Elle va nous dire comment prendre en charge ces enfants. Ont-ils une chance d'autonomie ou d'insertion professionnelle? Bonjour, docteur Dem. Bonjour Fatou. Alors, nous vous retrouverons dans une trentaine de minutes, tout juste après le point de l'actualité. Le président ivoirien Alassane Ouattara est rentré hier de la France. Il y a rencontré son homologue français François Hollande. Outre les questions de coopération bilatérale, les deux présidents ont parlé de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine. Et tout juste avant ce voyage en France, le président Alassane Ouattara a pris part au 26e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Dès son arrivée à Abidjan, le président ivoirien s'est adressé à la presse. Il a fait le bilan de son voyage. Nous vous proposons d'écouter sa déclaration. Je viens de rentrer de Paris, où j'ai eu un entretien avec le président François Hollande le jeudi dernier. Et évidemment, c'était l'occasion de lui réitérer nos condoléances pour les attaques terroristes que la France a subi en novembre dernier, mais également de lui dire combien nous sommes tous attachés à développer des stratégies et à nous protéger contre le terrorisme qui a frappé également nos frères du Mali et du Burkina Faso. L'entretien a été très fructueux. Nous avons passé en revue les questions bilatérales, également les questions de coopération, en plus des questions de sécurité. Vous savez tous que la France a un point important dans notre économie, dans notre pays, le nombre d'entreprises françaises, l'importance de la communauté française. Et nous sommes félicités de l'excellence de ces relations de coopération. Et nous avons longuement discuté des pistes à approfondir pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre du contrat désendettement-développement et surtout à alléger les procédures pour que les décaissements des ressources qui sont mises en place par le gouvernement ivoirien puissent être débloqués de manière plus rapide pour une meilleure efficacité d'exécution des projets, notamment des projets sociaux. Et je lui ai dit à quel point nous voulons aller encore plus vite dans l'exécution des projets sociaux, que ce soit en matière d'éducation, avec la construction des salles de classe, en matière de santé, avec la réhabilitation des CHU, et bien évidemment tout ce qui a trait aux ponts, aux routes, et ainsi de suite. Nous avons également abordé les questions régionales et internationales, notamment la lutte contre le terrorisme, et j'ai demandé aux autorités françaises de nous aider à renforcer ce que nous faisons sur place. Ils ont été très impressionnés par toutes les mesures qui ont été développées par nos responsables de la sécurité. Je voudrais en profiter pour vous féliciter, Monsieur le Premier ministre, le ministre chargé de la Sécurité et de la Défense et les généraux pour tout ce que vous avez déployé avant et depuis les attaques de Bamako et de Ouagadougou. Nous ferons en sorte que cette vigilance soit maintenue au cours des prochains mois jusqu'à ce que nous ayons des éléments qui puissent nous rassurer que nous pouvons
diminuer le dispositif. Cela va coûter de l'argent, mais j'ai donné des instructions au Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, de dégager les ressources nécessaires car, comme on dit, la sécurité n'a pas de prix. Et nous tenons à apaiser et à renforcer la sécurité des Ivoiriens. Et évidemment, avant ma visite en France, je me suis rendu à Addis Abeba pour le 26e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. C'était un sommet important consacré aux droits de l'homme, avec une attention particulière pour les droits des femmes. Et cela a été l'occasion pour les États africains de s'approprier la question du genre. Tous les chefs d'État ont pris des engagements concernant la politique du genre et le respect des droits de l'homme. Au cours de ce sommet, le président du Tchad, le président Idriss Déby Itno, a remplacé le président Robert Gabriel Mugabe comme président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. En marge du sommet, j'ai participé à deux importantes réunions. D'abord le MAEP, la manière dont les chefs d'État évaluent l'évolution de la situation économique et de développement des pays pour apporter notre contribution. À cette occasion, nous avons indiqué que la Côte d'Ivoire se portait bien. Les critères économiques sont parmi les meilleurs au monde et cela a été remarqué et félicité par les autres chefs d'État. Nous avons également participé au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Évidemment, cette structure se tient avant la conférence des chefs d'État pour trouver les voies et moyens de renforcer la sécurité et la paix sur notre continent. Et à cette occasion, nous avons longuement parlé du terrorisme, des mesures qui ont été prises dans la plupart des pays, notamment la bande sahélo-sahélienne. Et nous avons également évoqué les crises au Burundi et au Soudan. Et comme vous l'avez suivi, une délégation de 6 chefs d'État doit se rendre au Burundi pour essayer d'amener les autorités actuelles à trouver une solution qui puisse préserver les vies humaines. Pendant cette rencontre de l'Union africaine, j'ai eu plusieurs entretiens. Le plus important avec mon jeune frère, le président Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso. C'était des entretiens fructueux, importants. Il fallait reconstruire la confiance, je crois que c'est chose faite, et consolider les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. J'ai également échangé avec la présidente Ellen Johnson Sirleaf du Libéria et nous avons ensemble adressé une lettre au secrétaire général de l'ONU pour demander l'extension de la présence des forces de l'ONUCI et du MINUL jusqu'en 2017, puisque évidemment le Libéria a des élections présidentielles et législatives en octobre-novembre 2017. Et Mme Johnson Sirleaf a souhaité que la MINUL puisse rester un peu plus longtemps. Et bien sûr, nous voulons l'accompagner. J'ai eu l'occasion aussi de m'entretenir avec le président Ismaël Omar Guelleh de Djibouti. C'était une rencontre d'amitié, de fraternité. Et j'ai rencontré également la conseillère du président Hollande, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le conseiller spécial du Premier ministre japonais, M. Shinzo Abe, qui était porteur d'une invitation à prendre part au TICAD 6, qui doit se tenir au Kenya en août 2016. Comme vous pouvez le constater, à Addis Abeba, les journées que nous avons passées là-bas étaient bien chargées. J'étais accompagné d'une forte délégation, non seulement le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intégration africaine, mais les ministres chargés des droits de l'homme, de la promotion de la femme et des membres du cabinet présidentiel. Je voudrais les remercier toutes et tous. J'ai suivi, comme vous tous, l'actualité concernant le procès de l'ancien président Alain avec le jeune frère Blé Goudé. Ce sont des moments, je sais, douloureux et difficiles pour notre pays.
Mais je tiens à dire à nos concitoyens qu'il faut que justice se fasse. Cette crise post-électorale a été particulièrement dure pour tous les Ivoiriens, que ce soit les Ivoiriens de toutes les régions, les Ivoiriens de toutes les ethnies, les Ivoiriens de toutes les religions. Et c'est un moment qui ne sera pas facile. J'en appelle au sang-froid des uns ou des autres et faire en sorte que pendant que ces procès se tiennent, la Côte d'Ivoire continue de travailler pour la cohésion nationale. Cela me paraît essentiel. Nous devons laisser la justice faire son travail. Je tiens à le dire en tant que président de tous les Ivoiriens. Nous aurons également des procès en Côte d'Ivoire pour d'autres personnes qui ont participé à cette crise post-électorale. La Côte d'Ivoire veut résolument s'engager et renforcer l'état de droit. Et cela veut dire que ces procès iront jusqu'au bout, que ce soit à La Haye ou en Côte d'Ivoire. Donc j'en appelle à la sérénité, au bon sens de tous nos concitoyens, de faire en sorte que ces procès ne divisent pas davantage nos concitoyens. Maintenant que nous savons que les choses avancent bien, que la cohésion sociale se renforce et que les victimes sont prises en charge pour la plupart avec la nouvelle structure et le nouveau ministère chargé donc de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. À aucun moment, nous ne devons oublier la situation et le sort des victimes. Je crois que c'est cela, être ivoirien, avoir de la compassion pour les plus faibles et les plus défavorisés en attendant que justice se fasse. Voilà, le président ivoirien Alassane Ouattara a fait le point de sa visite en France et du 26e sommet de l'Union africaine auquel il a pris part. Il est également revenu sur le procès de l'ex-président en cours en ce moment à La Haye et de ceux à venir pour que justice soit faite après la crise post-électorale ivoirienne. Lutte contre l'insécurité, un présumé gang spécialisé dans les attaques et vols à main armée contre les camions de produits agricoles a été appréhendé. Les 5 individus auraient attaqué un camion avec 23 tonnes de cacao sur l'axe Lakota-Tiasalé à Boussanego. Ce gang est spécialisé dans les vols à main armée des camions qui transportent des produits agricoles. Vol de nuit en réunion à main armée et détention illégale d'armes à feu. Il opérait sur l'axe Lakota-Tiasalé. Sa cible, les acheteurs de produits. Les faits, un opérateur économique, acheteur de produits attendait à Abidjan son camion affrété depuis la ville de Lakota pour le transport de ses 23 tonnes de cacao lorsqu'il a été joint au téléphone par le conducteur, lequel conducteur lui annonce le vol du dit camion ainsi que sa cargaison par des individus armés de Kalachnikov. Alors, l'opérateur économique porte plainte à la gendarmerie de Tiasalé et à la direction de la police criminelle qui aussitôt ouvre une enquête. Les investigations des éléments de la police criminelle permettent d'interpeller 5 individus et leurs receleurs. Tous les produits volés ont été retrouvés ainsi que le camion est restitué à son propriétaire. Nous sommes déterminés à traquer les bandits jusque dans leur dernier retranchement avec beaucoup d'engagement et sans faille. Une perquisition à leur domicile a permis de saisir 3 armes, une Kalachnikov à canon scié, un revolver et un chargeur garni de plusieurs munitions. Interrogés, ils ont tous reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ces individus seront donc mis à la disposition du parquet d'Abidjan pour répondre de leurs actes. Je donne mon sang pour sauver des vies. L'opération de don de sang a eu lieu au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. Environ 150 poches de sang ont pu être collectées à Boussanego. Sauver des vies en temps de guerre est le rôle premier du militaire. Cependant, en temps de paix, il s'est mis en humaniste en faisant don de son sang pour sauver des vies. Recueillir un maximum de poches de sang pour sauver des vies en péril, mais aussi faire le bilan des hommes en armes au plan sanitaire. C'est le sens de cette opération de don de sang au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. Et pour ce geste, les éléments sont venus de toutes les unités du plateau nord, notamment le 1er bataillon blindé, le bataillon d'artillerie sol-air, le 1er bataillon d'infanterie, le 1er bataillon de commandos et de parachutistes et l'école nationale des sous-officiers d'active annexe. Ce sang-là,
permet de sauver des vies d'innocents. Nous, en tant que militaires, on est souvent amenés à sauver des vies d'innocents, mais en général avec nos armes. Aujourd'hui, c'est une occasion pour nous, en tant que militaires, de sauver des vies innocentes sans armes. Motivation partagée par le chef de corps du 1er bataillon d'infanterie. Donner quelques litres de sang contribue à sauver des vies, comme le message l'a dit. Mais quand on dit sauver des vies, là, il ne faut pas percevoir ça comme la vie des autres, parce qu'il s'agit de votre propre vie aussi. En donnant votre sang, ça fait de vous un bénéficiaire prioritaire parmi tant d'autres. Cette campagne qui s'inscrit dans le cadre des actions civilo-militaires a permis de collecter environ 155 poches de sang. La Cour d'appel de Bouaké fait sa rentrée judiciaire 2016. Les 2 points majeurs à l'ordre du jour, bilan 2015 et perspective 2016. Il ressort du bilan une baisse du taux de criminalité pendant l'année écoulée. Amadou Ouattara. Aux côtés du corps judiciaire pour la rentrée solennelle de la Cour d'appel de Bouaké, des autorités administratives et autres invités. À l'ordre du jour, les perspectives pour l'année en cours et l'exercice 2015. Ici, le bilan porte entre autres sur les procès-verbaux de police et de gendarmerie transmis aux sections de Katiola, Mbayakro, Toumoudi, Dembokro et Bongwanou entre le 1er octobre 2014 et le 31 juillet 2015. 3 778 contre 4 152 procès-verbaux l'année d'avant. Le nombre de procès-verbaux que nous avons reçus l'année dernière et ceux de cette année, il y a une différence de moins 1500. Donc j'indiquais que même si ce n'est pas un indicateur fiable, mais nous pensons que ça traduit une baisse de criminalité. Il nous appartient de continuer dans la même fermeté, dans la même rigueur, afin que, même sans atteindre la sécurité zéro, on soit dans des conditions de vie paisibles et de tranquillité. Pour évoquer la grâce présidentielle, le parquet rappelle 5 décrets du chef de l'État pris entre août 2014 et décembre 2015. Les bénéficiaires, 8 651 prisonniers, dont 1 806 du ressort du parquet de Bouaké. La grâce répond à une mesure sociale et il faut permettre à des détenus qui n'ont pas commis des faits très graves de recouvrer la liberté et de pouvoir se remettre en cause et se réinsérer dans le tissu social. Les rentrées judiciaires des cours d'appel en Côte d'Ivoire s'effectuent généralement au mois d'octobre. L'élection présidentielle dernière est l'une des raisons du décalage de cette cérémonie à Bouaké. L'école obligatoire, la construction de salles de classe dans de nombreuses localités, le recrutement et la formation d'enseignants, ce sont entre autres réalisations à l'actif du ministère de l'Éducation nationale. Les agents se sont réunis autour de leur ministre afin de célébrer ces acquis et surtout évoquer les perspectives pour les années à venir. Parga se reconnaît. Ce sourire de Kandia Kamara, la ministre de l'Éducation nationale, pour exprimer toute la satisfaction d'une année scolaire 2015 positive. L'école obligatoire, la construction de plus de 12 900 salles de classe, le recrutement et la formation de plus de 35 000 enseignants, l'ouverture des collèges de proximité, la lutte contre l'analphabétisme et les grossesses en milieu scolaire. La réussite et la mise en œuvre de tous ces projets poussent collaborateurs, partenaires du système éducatif, responsables d'écoles à lui témoigner toute leur gratitude. L'année 2015 a été consacrée à beaucoup de chantiers et il est bon qu'au thème de cette année-là, nous nous retrouvions autour de la première responsable de notre département ministériel pour partager nos sentiments, nos joies avec elle. L'école obligatoire, c'est sa victoire, c'est son ambition et aujourd'hui, nous sommes tous engagés à ce que l'école obligatoire s'inscrive durablement, éternellement dans la scolarisation de toute la Côte d'Ivoire. Heureuse et honorée par cette marque de considération, la ministre de l'Éducation nationale a félicité à son tour ses collaborateurs et les partenaires techniques et financiers. Elle les a exhortés à redoubler d'efforts afin d'améliorer davantage le travail déjà abattu, mais surtout les résultats des examens de fin d'année. Je vous considère tous comme des membres d'une équipe au sein de laquelle chacun assume sa part de responsabilité pour la bonne marche du système. C'est en vertu de cette proximité de conditions, de cette synergie fructueuse que nous avons réussi bien de Paris. La ministre Kandia Kamara a reçu de la part de ses collaborateurs plusieurs présents. Présentation de vœux,
Chants, humour, danse ont également meublé cette cérémonie bilan de l'année 2015 du ministère de l'Éducation nationale. La jeunesse du Pakolo, dans la sous-préfecture de Gagnoa, se réunit pour mener des projets de développement. Ces jeunes ont décidé de mettre fin à leur oisivité. Ils entendent se battre pour devenir autonomes et participer à l'avènement de l'émergence. Mamadou Kwasi. Kobrenyoa, village de la sous-préfecture de Gagnoa, capitale d'un jour de la jeunesse du canton Pakolo. Venus des 22 villages que compte le canton, les élus des associations des jeunes de village du dit canton ont donné un visage à leur fêtière, baptisée Jeunesse du Pakolo. Elle est dirigée par un bureau de 17 membres avec à leur tête Blema Abraham, président de la jeunesse de Kobrenyoa. Leur volonté, fédérer leur énergie et leur force au service d'une chose, mettre fin à l'oisivité, se consacrer uniquement aux activités génératrices de revenus. L'association Jeunesse du Pakolo a choisi un parrain à la dimension de ses ambitions, Amédée Kwaku, maire de la ville de Divo et par ailleurs directeur général du LBTP, laboratoire du bâtiment et des travaux publics. Pour le nouveau départ de la jeunesse du Pakolo, il est une référence. Orphelin de paix après sa classe du cours moyen de deuxième année, Amédée Kwaku a fait un parcours sans faute jusqu'à obtenir avec brio son diplôme de docteur en génie mécanique. Son secret, le travail, rien que le travail. Comme pour bien faire les choses, les jeunes du canton Pakolo ont associé à cette cérémonie de consécration de leur bureau cantonal la direction générale du Centre de démonstration et de promotion des technologies CDT. Ils ont pu découvrir à travers une séance d'information la panoplie de mini-unités de transformation des produits agricoles locaux. Les feux de brousse ont provoqué d'énormes dégâts à Kononfla dans le département de Saint-Fra. Les paysans ont vu leurs plantations partir en fumée dans l'impuissance totale. L'ONG Solidarité pour tous a décidé de leur venir en aide avec des dons financiers pour redémarrer leurs activités et des dons en nature pour faciliter le quotidien. Thomas Guessambi. Les feux de brousse, véritable fléau en période de saison sèche, laissent en ce moment sans voix des campements et villages de la sous-préfecture de Kononfla, département de Saint-Fra. Des hectares et hectares de plantations partis en fumée en un seul jour. Pour redonner espoir de vivre et aider des communautés en total dénuement, la Fondation Solidarité pour tous de Solange Mabry effectue les déplacements de Kononfla. Dans un premier temps, à Zikro, ce sont des lots en vivres et non-vivres que la présidente fondatrice de Solidarité pour tous apporte aux populations, signe de son soutien et surtout celui de son époux, le ministre Albert Mabry Touakeus. Image à la télévision. J'ai vu que la zone était sinistrée par le feu de brousse. Je ne pouvais pas rester insensible à ça. Sachant que mon neveu que vous avez adopté, qui vous est adopté aussi, je me suis dit ce sont mes parents. Des dons que les concernés reçoivent avec beaucoup de gratitude. Seconde étape de cet élan de solidarité, le village de Koumoudji. Ici aussi, c'est par des mots bien choisis, teintés du jeu de l'alliance entre Gouro et Yakuba, que l'épouse du président de l'UDPCI fait précéder ses dons. Des dons en vivres et non-vivres accompagnés de sommes d'argent, le tout d'une valeur d'1 200 000 francs CFA reçus. Les populations ont surtout voulu en retenir le geste et le cœur qui donnent. L'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire lance ses activités pour l'année 2016. Première activité, une lecture intégrale du Coran, comme pour ouvrir la voie à une année pleine de succès. Barakissa Bamba, Noussangare et Moussa Konaté. Implorer la miséricorde d'Allah à travers la lecture intégrale du Coran. C'est tout le sens de cette cérémonie qui marque le lancement officiel des activités socioculturelles de l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, AFEMSI. Tout croyant, avant de poser un acte qu'il veut réussir, doit se confier au Seigneur. En plaçant cette cérémonie sous le signe de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, thème cher à notre pays, la Côte d'Ivoire, et à son président de la République, nous voulons traduire simplement notre volonté de nous inscrire dans la dynamique de convergence et de reconstruction post-crise de notre pays. Le représentant du Conseil supérieur des imams a invité l'AFEMSI à mettre un accent particulier sur l'éducation des enfants. Le Cheikh Aïma Bouakari Fofana me charge de vous dire de mettre l'accent sur la réconciliation,
l'éducation des enfants et les actions sociales telles que la construction d'une maternité et d'un orphelinat dans vos programmes d'activité de 2016. Créée depuis une décennie, l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire œuvre pour le bien-être de la famille, en particulier des enfants et des femmes. La 15e conférence internationale des prophètes et apôtres a réuni pendant 10 jours des centaines de personnes. Elles sont venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour apprendre à faire l'œuvre de Dieu. Herman Yamia. Temps de formation et de renforcement des capacités des serviteurs et servantes de Dieu. Domination et destinée. C'est le thème qui a guidé les enseignements, les prédications et les prières de cette 15e édition de la CIPA, la conférence internationale des prophètes et apôtres. Pendant 10 jours, les participants à cette CIPA ont bénéficié des enseignements d'éminents orateurs que sont les bishops Ouki Price, fondateur du ministère apostolique et prophétique Lève-toi Afrique, et du bishop Hippolyte Toho, venu du Bénin. Les participants ont été également instruits sur les stratégies pour être victorieux sur toute situation au moyen de la prière. Comment briser les liens familiaux et ancestraux qui empêchent d'entrer dans une vie heureuse et prospère a été aussi l'un des points clés des différents prédicateurs. Fait marquant de cette 15e édition, le passage de flambeau aux étudiants de la première année et la consécration de la 13e promotion de l'école africaine des prophètes. Ainsi, ce sont 30 nouveaux serviteurs et servantes de Dieu sortis de cette école qui vont diriger leur ministère, œuvrer pour la restauration des âmes et consolider la cohésion sociale. Le bilan s'alourdit après le séisme qui a frappé hier le sud de la Taïwan. 23 morts ce dimanche et une centaine de personnes encore ensevelies sous les décombres d'immeubles écroulés. Parmi les 132 personnes qui attendent d'être secourues, 103 sont enterrées très profondément selon William Lay, maire de Tainan. En Haïti, le mandat du président s'est achevé samedi. Quelques heures avant, Michel Martelly et les représentants du Parlement ont signé un accord pour l'installation d'un gouvernement transitoire dans l'attente du prochain scrutin présidentiel. Le document signale l'élection par le Parlement d'un président provisoire avec un mandat d'une durée maximale de 120 jours. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce dimanche à New York. Elle fait suite au lancement d'une fusée de longue portée ce matin par la Corée du Nord. Sous la forme de consultation à huis clos entre les 15 pays membres du Conseil, la réunion a été demandée par les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Au menu, discuter de nouvelles sanctions à infliger au régime nord-coréen. Adama Kamagate et Abou Sanogo. Cette fumée épaisse qui transperce le ciel est un tir de fusée de longue portée lancé par la Corée du Nord dans la nuit de samedi à dimanche depuis une base de lancement de missiles dans le nord-ouest du pays selon le ministère sud-coréen de la Défense. Si pour la Corée du Nord, le pays ne fait qu'exercer son droit légitime à une utilisation qu'il qualifie de pacifique, ce test de missiles balistiques ordonné par l'homme fort de Pyongyang est perçu comme une provocation par le voisin japonais. Nous ne pouvons en aucun cas tolérer le lancement d'un missile par la Corée du Nord, alors que nous n'avons cessé de l'appeler à la retenue. Ce lancement, au même titre que le récent nucléaire, est une violation et une provocation pour la sécurité de notre pays. Le Japon n'est pas le seul pays à condamner ce tir qui viole plusieurs résolutions des Nations Unies. Parmi les vagues de condamnation, les États-Unis et leurs alliés. Ils y voient à travers cet acte de la Corée du Nord une couverture pour son programme de développement de missiles balistiques intercontinentaux. Le grand partenaire commercial de la Corée du Nord, la Chine, quant à elle, a regretté le geste nord-coréen. Pékin résiste aux pressions des États-Unis, qui sont à la pointe des efforts diplomatiques pour alourdir les sanctions de la Corée du Nord. C'est dans ce contexte que le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir en urgence à New York ce dimanche pour déterminer d'éventuelles sanctions à l'encontre du régime nord-coréen pour son entêtement nucléaire. Les enfants déficients intellectuels, comment les prendre en charge?
Comment leur donner une éducation adaptée à leurs besoins? Peuvent-ils devenir autonomes? Est-il possible pour eux de s'insérer dans le tissu professionnel? C'est pour répondre à ces questions que nous recevons le docteur Diem Niakadie. Rebonjour docteur Diem. Bonjour Fatou. Vous êtes la présidente de l'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée AREA. L'association gère également une école spécialisée qui est la Page Blanche. Alors avant tout, dites-nous docteur, comment est-ce que l'AREA est née? Merci Fatou. L'AREA est née de la volonté des parents d'enfants handicapés intellectuels qui, à 25 ans aujourd'hui, n'avaient pas d'endroit où mettre leur enfant à part la seule structure qui existait en Côte d'Ivoire, à savoir l'IMP de Vridi. Donc ces parents déposaient leurs enfants dans des domiciles d'épouses de coopérants français la plupart du temps, puisqu'il y a 25 ans. Et chaque fois que ce couple devait rentrer au pays, nos enfants nous restaient sur les bras. Et c'est là que l'idée nous est venue de mettre en place l'association. Et l'association, une fois qu'elle a été mise en place, elle a créé le centre spécialisé La Page Blanche. D'accord. Est-ce qu'on est handicapé intellectuel ou est-ce qu'on le devient? On peut naître handicapé intellectuel comme on peut le devenir. Si je prends le cas de moi, mon fils, parce que je suis maman d'un enfant handicapé intellectuel, mon fils est né normalement. Il a fait une varicelle à l'âge de 3 mois, un coma, et aujourd'hui, il est handicapé intellectuel. Il vient de fêter ses 22 ans. Combien de types de handicap intellectuel est-ce qu'on compte? À la Page Blanche, nous avons différents handicaps. Il y a des enfants infimoteurs cérébraux, tels que mon fils, ce sont des enfants qui, soit pendant la grossesse, ou soit à l'accouchement, ou soit dans la petite enfance, ont contracté une maladie, où on fait des convulsions, on fait un palu, on fait une rougeole, on fait une fièvre. Ça peut être aussi des enfants trisomiques. Là, ce sont des enfants, c'est une maladie génétique, donc due à une anomalie chromosomique. Et puis ça peut être aussi des enfants autistes. Et il y a un autre type d'handicap qu'on a mis un peu dans un fourre-tout, qu'on a appelé les troubles du comportement, les TED. Voilà. Vous avez parlé d'atteindre la déficience après une maladie, mais au-delà de cela, quelles sont les autres causes? Comment est-ce que ces enfants-là deviennent handicapés intellectuels? Est-ce que c'est forcément à la suite d'une maladie? Est-ce que c'est à la suite d'un problème pendant la grossesse? Oui, c'est-à-dire ça peut être une grossesse qui a été mal suivie. Donc la gestante, pendant sa grossesse, a pu faire de la fièvre. Et puis bon, quand l'enfant est né, il est né dans un état de mort apparente ou dans un état de souffrance fœtale, où l'enfant est né prématuré. Donc une prématurité aussi peut causer des troubles au niveau du cerveau. Et cet enfant peut devenir handicapé intellectuel. On en a comme ça à la Page Blanche. Et puis bon, la plupart du temps, c'est dû à des infections ou bien la note génétique avec la trisomie. Mais comment on reconnaît ce type de handicap? C'est pas facile à reconnaître parce que pour les enfants trisomiques, bon, c'est plus visible parce que ça se voit sur le visage. C'est un enfant qui aurait un visage rond avec les yeux bridés, un faciès lunaire. Mais par contre, les autres, on ne peut pas le savoir. À la naissance, on ne peut pas le savoir. Ça sera peut-être que l'enfant n'aura pas acquis tout ce qu'il devrait avoir à différents âges. Donc, c'est un enfant qui, à l'âge de 3-4 mois, ne s'assied pas, qui a 1 an ne marche pas ou ne s'assied même pas. Donc, c'est face à ces retards que les parents peuvent consulter, voir le médecin. D'accord, nous allons parler donc des traitements qu'il faut suivre, des soins dont ces enfants ont besoin. Et ce sera tout juste après un reportage signé Astou Touré. On les appelle enfants serpents, enfants génies, mongoliens et autres. Ces tout petits, souffrant de défaillance mentale, physique ou intellectuelle, représentent environ 4% de la population ivoirienne. Trisomiques, autistes pour la plupart, ils n'ont de soutien que de leurs familles respectives. Je ne l'ai pas souhaité, mais c'est Dieu qui m'a donné. Bon, le moment où il m'a donné, je ne peux pas la rejeter. Au début, c'était un peu difficile. C'était difficile. Les gens me disaient, que cet enfant-là, tu te fatigues, pourquoi tu la mets à l'école, est-ce qu'elle va réussir? Et pendant tout ça, on essaie. Même si elle n'est pas devenue ce que je veux, mais elle peut se prendre en charge demain. Des structures telles que la Page Blanche, la Spéciale Olympique, ont été créées en vue de redonner de l'espoir à ces parents soucieux de l'avenir de leurs enfants. Des analyses révèlent que les enfants en situation de handicap sont bien capables de produire de meilleurs résultats parallèlement aux enfants dits normaux. Pour preuve, Yann Begré, médaille d'or de tennis de table, et Grace Monet, vice-championne du monde dans la même discipline. Très content. Moi, j'ai eu une médaille bronze. Oui, j'ai bien joué. Je suis un champion de pétard olympique à Côte d'Ivoire parce que je suis parti aux États-Unis. Je suis revenu. J'étais content parce que j'ai dit à 2 mètres.
Des résultats qui font la fierté de ces structures œuvrant pour le bien-être de la personne handicapée intellectuelle et la réinsertion socio-professionnelle de celle-ci. Mais pour aboutir à de telles performances, la formation s'impose. Nous l'avons vu tout à l'heure, Dr Dem, ce sont des enfants qui peuvent arriver à quelque chose, mais il faut les encadrer. Quels sont donc les traitements ou les suivis particuliers dont ils ont besoin? Ils ont besoin d'abord d'une prise en charge spécialisée. Autant un enfant normal va dans une école dite normale, nous, nos enfants handicapés intellectuels vont dans des structures spécialisées, dans des écoles spécialisées, où au sein de ces établissements, on a des éducateurs spécialisés, des éducateurs préscolaires, et puis une équipe médicale et paramédicale. Ça, c'est pour la page blanche. Nous avons un médecin pédopsychiatre, un psychologue, un kinésithérapeute, un professeur d'art-thérapie, un professeur de gymnastique spécialisé. Donc, c'est toute cette équipe-là qui gravite autour d'un seul enfant pour lui concocter un programme en fonction de sa pathologie, de sa maladie, et en fonction de ses acquisitions. Donc, la prise en charge est globale. C'est une prise en charge, une rééducation motrice ou intellectuelle ou langagière. Et puis, l'aspect médical, bien sûr, ça sera le pédopsychiatre ou le pédiatre qui va suivre cet enfant avec des médicaments de fois spéciaux. Donc, il n'y a pas de programme type, hein. Le programme est adapté à la pathologie de l'enfant. Il est suivi au fur et à mesure. Tout à fait. Donc, c'est un programme individualisé. Individualisé. Donc, il n'y a pas de CP1, CP2 comme on le voit habituellement. Non, mais on essaie, pour ceux qui le peuvent, on essaie de leur donner des acquis du système scolaire normal. Donc, pour certains, on fait le primaire, le secondaire et ainsi de suite. Est-ce que certains de ces enfants-là arrivent après à s'insérer dans le circuit scolaire appelé normal? Oui, il y a quelques années à la page blanche, on avait des enfants qui étaient dits en échec scolaire. Donc, c'était des enfants qui avaient des petits problèmes, qui n'arrivaient pas à suivre le système scolaire normal. Et quand on les mettait en institution spécialisée telle qu'à la page blanche, la prise en charge étant individualisée, donc ces enfants ont vite évolué positivement et on les a réinsérés dans le système normal. Alors, quand on parle de prise en charge spécialisée, d'instituts spécialisés, beaucoup de parents prennent peur. On se dit, c'est pas forcément accessible. Comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à cette prise en charge? Et effectivement, c'est pas accessible parce que ce sont des écoles spéciales. Donc, dans les classes sont spéciales. Ce sont des petits effectifs. Nous avons des effectifs par classe qui ça varie entre 4 à 6 enfants, sinon au maximum 7. Pour 7 enfants, il y a 3 encadreurs. Donc, cela a un coût. Il y a des spécialistes, les médecins, les psychologues, tout ce que j'ai cité tout à l'heure, cela a un coût. Donc, la prise en charge d'un enfant handicapé intellectuel coûte cher. Ça, il faut le dire, ça coûte cher. Dans le cas de la page blanche, la prise en charge est effectivement excessive, mais comme il y a l'association, nous sommes une association de parents d'enfants handicapés, donc c'est l'association, donc nous parents qui ensemble, allons vers certaines personnalités, certaines personnes, certains donateurs qui font des dons. Donc aujourd'hui, je peux dire que la page blanche vit aux 3/4 du temps de dons. C'est vrai que l'État maintenant nous accompagne, mais ça ne suffit pas, donc l'école vit de dons. Effectivement, nous avons Alice Doum, elle est présidente d'une structure psychosociale qui prend en charge ces enfants déficients intellectuels. Elle parle également des difficultés rencontrées dans leur prise en charge. On va suivre son témoignage. Au niveau international, on a su insérer ces personnes rejetées. La meilleure façon d'insérer ces personnes, c'est par le sport. Je suis sous la tutelle du ministère des Sports qui nous aide, qui nous donne une aide annuellement. Si on nous donnait une classe au sein des écoles publiques, dans un village, dans une commune, nous allons insérer ces personnes. Une mère qui a son enfant handicapé, qui a Yopougon, qui n'a rien à manger, ne peut pas aller payer 1 million, 2 millions pour faire l'éducation de son enfant. Ils ont droit à l'éducation. La première trisomique aujourd'hui, elle vient du Maroc, elle a eu le bac. C'est des gens qui ont un don, qui peuvent être des bons réparateurs d'ordinateurs. Des autistes, c'est des génies. Mais qu'on leur donne la possibilité d'aller à l'école. Nous faisons le sport, qui est notre aujourd'hui, qui permet à ce que ces personnes puissent se sentir bien au niveau sportif. Et qui parle du sport permet aux neurones d'avoir de l'air. Qu'on change de regard. Voilà, Alice Dioum, elle est présidente d'une structure psychosociale. Elle a parlé du droit à l'éducation, du droit à l'accès à l'école. Est-ce que ces enfants-là arrivent à s'insérer, on va dire, sur le plan professionnel après une certaine prise en charge? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, c'est possible. Ça dépend, comme je dis toujours, ça dépend du handicap, ça dépend du degré de déficience. Si la personne, l'enfant ou la personne, l'adulte n'a pas un handicap très lourd, n'a pas une déficience très lourde, on peut la réinsérer dans le système socio-professionnel. Est-ce que vous avez des exemples, des cas qui ont pu réussir cela? On a un de nos pensionnaires qui a eu le bac. Bon, il n'a pas eu le bac malheureusement ici, il l'a eu en France, mais c'est un petit Ivoirien. Il a eu le bac. La plupart du temps, ils sont manuels. Donc, généralement, ils sont dans le domaine de l'art.
donc dans la peinture, la poterie. Et on a deux ou trois pensionnaires qui sont jeunes dans le domaine de l'informatique. Donc c'est pour dire qu'on peut y arriver. Et j'ai eu la chance de visiter la Page Blanche. J'ai vu des installations pour l'élevage, par exemple, pour l'agriculture. Ils font des tomates. Comment est-ce que ça se passe? Donc, c'est pour les initier à l'apprentissage professionnel, justement. On est en train de chercher, par rapport à nos jeunes adultes, on essaie de voir maintenant qu'est-ce qui pourrait les intéresser. Donc, ce sont des petits ateliers que nous avons mis en place, l'élevage de lapins, l'agro-pastoral, la peinture, la poterie, la cuisine, pour voir ceux qui s'intéresseraient à ces activités et pourquoi pas les orienter dans ce domaine-là. Et il y a eu une année où certains de vos pensionnaires ont pu effectuer des stages dans une station d'essence. Comment est-ce que cela s'est passé? Ça a été vraiment une opportunité pour nous parce que c'était à la faveur de la visite de l'équipe de Total avec le directeur général qui est venu visiter l'école. Et un de nos pensionnaires l'a abordé en lui disant « Mais toi, tu es le directeur de Total ?» Le monsieur qui dit « Oui ». Il dit « Ben moi, je vais être pompiste ». Nous, on n'avait pas pensé à cela dans nos recherches d'insertion professionnelle. Et le monsieur a dit oui, pourquoi pas. Donc, après la visite, j'ai demandé un rendez-vous et puis bon, on a pu négocier cela. Il y a eu 3 de nos pensionnaires qui ont fait effectivement des stages de pompistes dans les stations totales de leur quartier. Et ça s'est très bien passé. De leur quartier. Ouais. Et d'accord, alors ceux qui font des activités manuelles et tout, est-ce qu'il y en a aussi qui ont réussi à en faire une activité professionnelle ou est-ce que c'est un projet? Oui, on a un, Régis, on a un qui fait de belles œuvres, des pots, qui fait de belles, mais vraiment manuel. Vraiment manuel. Donc, oui. On voit que ces enfants-là ont des aptitudes comme tout autre. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait vraiment pour leur permettre de s'insérer, pas seulement des initiatives individuelles? C'est une question vraiment délicate. C'est là que je dirais que l'AREA a un souci parce qu'il faudrait aussi que la population soit prête à accueillir nos personnes handicapées intellectuelles dans leur structure. Donc, c'est la mentalité qu'il faudrait vraiment changer pour pouvoir accepter de prendre des personnes handicapées intellectuelles dans des sociétés de la place. Donc, c'est le combat que nous menons actuellement à travers la sensibilisation. Que répondre à ces personnes-là qui disent que ce sont des sorts qui sont lancés, ce sont des enfants maudits, il faut s'en débarrasser? Parce que dans ces cas-là, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas aider à leur insertion. Tout à fait, mais ça, c'est une question de culture. Mais je dirais seulement que ce sont des enfants et que tout enfant a droit à la vie, comme dirait la maman tout à l'heure qu'on a montré. Tout enfant a droit à la vie et j'estime que parents que nous sommes, nous devrions nous battre pour nos enfants. Comme on se bat pour nos enfants dits normaux, on devrait se battre pour nos enfants qui ont un problème. Nous allons donc prendre un exemple concret d'un enfant dont on s'occupe. On va parler de vous, votre exemple en particulier, parce que vous êtes maman d'un enfant déficient intellectuel, comme vous l'avez dit. Comment s'est passé le combat? Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Comment est-ce que vous faites au quotidien avec cet enfant? Bon, moi, le cas de Régis, c'est un peu plus compliqué parce que lui, il a un handicap très lourd. Comme je dis, il a été malade dès la petite enfance. À 3 mois, il a fait un coma. Donc, un bébé de 3 mois qui fait un coma d'1 semaine. Quand il est sorti de ce coma, bon, jusqu'à l'âge de 2 ans, on ne savait pas trop. On nous disait qu'il y avait un retard, mais après, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, Régis André a 22 ans, comme je l'ai dit. Il a eu 22 ans il y a à peine 5 jours. Il est gaillard. Comme j'expliquais à mon neveu à la maison, je lui ai dit, Régis André, c'est la télécommande. C'est la télécommande qui ne marche pas bien. La télécommande de la marche ne fonctionne pas. La télécommande du langage ne fonctionne pas. Mais la télécommande de la taille fonctionne bien parce qu'il a près d'1,85 m. Donc, Régis André a un handicap très lourd. Mais comme je dis, pour moi, la Page Blanche, c'est un enfant épanoui, c'est un enfant gai. Et j'estime que nous, parents, quand nous mettons un enfant au monde, c'est vrai que nous avons des rêves pour cet enfant. Mais l'enfant, ce n'est pas un enfant qui demande à être pilote et être médecin demain. Je pense que quand je vois mon enfant heureux, que je mets de la musique, il danse, mais pour moi, je suis heureuse aussi. Alors, 2016, c'est les 25 ans de la Page Blanche. Vous dites que c'est l'année de la Page Blanche. Pourquoi? Parce que c'est la majorité. Bon, la majorité, on l'a à 21 ans en Côte d'Ivoire, mais 25 ans, on trouve... Bon, pour nous, enfants handicapés, on pourrait mettre 25 ans. Donc, ça fait 25 ans que l'AREA Page Blanche existe. Ça fait 25 ans que nous nous battons pour le mieux-être de nos enfants handicapés intellectuels. Ça fait près de 2-3 ans que l'État de Côte d'Ivoire a commencé à s'intéresser à nous. Ça fait 20 ans que nous cherchions un terrain, parce que Mme Bédi, en 1996, nous avait offert un terrain. Je l'ai dit plusieurs fois sur les antennes de la télévision. Aujourd'hui, je suis heureuse de dire à la population, à toute la Côte d'Ivoire, que l'État de Côte d'Ivoire vient de nous octroyer un terrain de 4280 m² à Bingerville. Donc, les 25 ans, c'est un beau cadeau que l'État de Côte d'Ivoire vient de nous faire. Et sur ce terrain, nous aimerions construire un complexe AREA, c'est-à-dire c'est un complexe, une nouvelle Page Blanche qui pourra accueillir plus de 80 enfants. On voudrait mettre sur ce terrain des ateliers d'apprentissage professionnel plus grands. On voudrait mettre sur ce terrain un foyer d'hébergement parce que nos enfants handicapés intellectuels, d'abord nos enfants dits normaux, pour trouver un internat à Abidjan, c'est difficile. Donc, à plus forte raison, un enfant handicapé intellectuel.
les parents qui sont à l'intérieur du pays, même dans la sous-région, ont des difficultés parfois. Vous étiez chez nous quand la dernière fois, une dame a téléphoné pour demander s'il y avait un internat. Donc, ça veut dire que l'internat s'impose, mais ça sera aussi un couteau à double tranchant. Mais bon, on verra après comment gérer cela. Donc le complexe L'Area, vraiment, ça sera quelque chose de complet, comme un grand lycée où on prend l'enfant depuis le primaire jusqu'en terminale. Donc voilà le projet de L'Area, et nous tenons à dire vraiment merci à l'État du Côte d'Ivoire, dire merci à tous les partenaires qui nous ont toujours accompagnés, et puis nous dire que nous avons encore besoin de vous. Donc la lutte continue, le combat continue. La lutte continue, c'est une très belle fin. Ce magazine est terminé, le journal aussi. Merci Dr Demania Kadier, présidente de l'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée, AREA. Nous disons que les enfants handicapés intellectuels ne sont pas des sorciers, ils ont juste besoin d'être encadrés. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche à tous.